Donc, nous voici en direct. Nous sommes le 12 mars 2021. Ce soir encore, Éric Puril est en détention. Il est détenu d'après les renseignements, s'il vous plaît. En- Nous avons une mise en garde à vue dans la région de Vichy. Tout à fait, on n'a pas de nouvelles pour l'instant puisque le dossier est confidentiel et donc nous aurons plus de nouvelles plus tard, voilà. En ce qui concerne donc Éric Fiory, il était plus ou moins, je dirais, agréablement dans de meilleures conditions dans cette garde à vue, a priori, avec des gens un peu plus humains qu'à Fleury-Méringis. Quant à la deuxième image que vous voyez, eh bien, c'est son livre qui est toujours disponible et qui est à votre disposition, bien sûr, sur notre site internet. Un don avec une notation, un don, un livre. Si votre don dépasse 30 euros, égal ou supérieur à 30 euros, eh bien, nous pourrons vous envoyer un livre. Voilà ce que nous avons à dire sur Éric Furil. Bien sûr, nous aurons un petit peu plus d'informations. Dès que nous avons plus d'informations, eh bien, nous vous tenons informés. On reviendra peut-être sur cette nouvelle. Pour ceux qui ne seraient pas encore connectés, on reviendra au cours de l'émission pour vous rappeler ces informations. Voilà. En attendant, l'émission de ce soir est donc consacrée à la confiance. Ce soir, la confiance qui permettra de mieux vivre en commun et d'essayer de comprendre comment on doit se comporter pour que justement la vie commune se passe mieux, puisque l'idée de CNT et l'objectif du CNT, c'est d'apprendre de travailler en toute intelligence et en bonne intelligence pour le bien commun. Si nous sommes dans ce cadre-là, eh bien, on arrive à formuler correctement les problèmes, trouver des solutions ensemble, bien sûr, et en paix et en harmonie. C'est aussi pour ça que parmi nos adhérents, la première chose qui est exigée, c'est de respecter juste un comportement qui permet d'être bienveillant et d'être à l'écoute, etc. Il y a 9 points, ça s'appelle la charte d'harmonie, et elle a été euh, mise en exergue et adoptée le 14 juillet 2020. Voilà, par 350 personnes qui se sont réunies du côté de Vichy. Eh bien, en attendant, on va passer notre générique et c'était juste pour vous dire quels sont les intervenants. Donc, vous avez un invité, qui ne souhaitent pas être visible, non. Sonia, notre fil conducteur de cette opération Vivre en communauté. Nous avons Bruno Vopotic qui nous parlera des commissions avec Philippe Laurent. Et puis Marie qui a préparé sa petite rubrique aussi sur la confiance et qui veut intervenir. En attendant, on va passer donc le générique. Alors, le partage, voilà, ici. Voilà, c'est parti. Nos libertés se changent en illusions. Dans cette dictature économique, nous allons perdre tout ce que nous avons. Sous le règne de la 5e République, au Conseil national de transition, on sait qu'il existe une solution pour en finir avec la corruption qui sévit au cœur de notre nation. Au CNT, on a décidé d'ouvrir le chemin vers de meilleurs lendemains. Au CNT, on s'est tous rassemblés pour que le peuple enfin redevienne souverain.
ce nouveau générique qui vous permet de voir que nous avons plusieurs sites internet. Pour l'instant, le conseilnational.fr est toujours inopérant à cause de l'incendie qui a eu lieu chez OVH, donc à Strasbourg, apparemment, qui était une place centrale pour les communications de notre hébergeur. Et puis bien d'autres, bien sûr, sites internet, nous ne sommes pas les seuls. Et donc, du coup, nous vous invitons à aller plutôt voir sur conseilnational.tv, Conseil national qui est .fr et Conseil national de transition donc sont inopérants pour l'instant et celui qui le remplace c'est conseil cnt-france.fr. Voilà. Juste aussi des petites nouvelles aussi de ce que vous pourriez trouver sur nos sites. Deux nouvelles rubriques sur conseilnational.tv. Vous avez la rubrique émissions à venir et émissions passées avec directement les liens qu'il y a pour les émissions qui sont passées et les liens pour les émissions à venir des chaînes sur lesquelles ce sera diffusé. Je vous remercie bien sûr pour votre bienveillance et votre écoute et nous enchaînons la petite rubrique qui est destinée à vous éclairer sur la confiance aujourd'hui. Peut-être est-ce Marie ou Sonia qui fait une introduction, je ne sais pas. Voilà. À Soit, Marie alors. ok, Peut-être Marie. non, Sonia. 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 Ok, Sonia, vas-y. Bonsoir à tous et à toutes, ravie de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. La confiance, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous et toutes. Plusieurs manières d'appréhender la confiance. Ça peut être par le mouvement, ça peut être par la respiration, poser une intention. La confiance, quand on n'en a pas, on se sent mal, on ne se sent pas bien. Et Marie, si tu veux bien, si tu es d'accord, pour nous présenter un petit peu ce que tu as préparé, ce que tu as imaginé au niveau de la confiance, et on pourra ensuite en débattre ou en discuter entre nous. Je te laisse la parole, Marie. Merci Sonia, bonsoir à tout le monde. Je vais lire mon texte parce que sinon je vais manquer d'objectivité sur Pas de problème. qui-vive. Donc la confiance, ça vient du mot latin, l'étymologie du mot latin qui est le verbe confier. Entre autres, confidère comme avec et fidère qui veut dire fier. Fier, pardon. Donc, confiance en soi, c'est une notion de gratitude. C'est aussi de la bienveillance envers soi, dans le respect d'autrui. On doit, non, pardon, dans le respect, il doit être un comportement honorable vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, dénué d'intérêt quelconque et de profit injustement acquis. En quelque sorte, le fait d'avoir cette espèce de droiture, sérénité, respect, bienveillance, fait que vous inspirez à l'autre la confiance. La confiance est un état d'esprit qu'il faut prendre soin de soi. Ce n'est pas que paraître. Si nous nous maltraitons physiquement, si nous ne prenons pas soin de nous, nous donnerons à tout le monde autour de nous une bonne raison de manquer de respect. Être attentif aux autres, travailler sur la confiance. Gentillesse et bonne manière ne pas nous laisser marcher dessus, entre guillemets, avec bienveillance, bien sûr, cela va de soi. La confiance la confiance en l'autre est tout autre et quelque part se rejoint. Oui, car c'est intimement lié. Il s'agit de se fier, comme le nomme l'étymologie, avec foi, avec évidence, avec conviction à autrui.
de par nos valeurs semblables. Cela vient avec le temps, quelquefois bien plus rapidement, mais cela est très très rare. Qu'est-ce que la confiance? Non, pardon. Est-ce que la confiance est un sentiment? Oui, la confiance est un sentiment de sécurité, ou la foi, entre guillemets, la sûreté, qu'a une personne vis-à-vis d'une autre, ou de quelque chose qui génère les émotions. Bien que ce soit différent, les émotions et les sentiments sont intimement liés. Les émotions font vivre les sentiments font vivre, toutes sortes d'émotions. Et à l'inverse, les émotions peuvent générer des sentiments. La confiance, c'est elle qui se crée par l'aisance, le courage, la conviction, la sûreté, qui vient de la conscience qu'on met dans ses valeurs, de sa chance à une autre personne, qui avant tout sait, de par cette implication, cette perception d'avoir la fierté, le respect et la tranquillité d'esprit. La confiance, c'est d'accepter sa vulnérabilité. Le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre, à quelque chose. Exemple, notre amitié est fondée sur une confiance réciproque. Nos valeurs idem d'ailleurs. Une personne digne de confiance n'a pas de difficulté à être elle-même. Il est à l'aise d'être lui-même avec vous et ne se cache pas de ses défauts, comme moi par exemple. Alors Marie, justement, excuse-moi si je peux me permettre, si on peut un petit peu échanger et commencer à échanger. Pour toi, tu dis que la confiance, si j'ai bien compris, permet à une personne de se sentir bien dans sa peau. Enfin, j'essaye de traduire un peu ce que tu as dit, d'être libre. Est-ce que ça peut, selon toi, commencer, par exemple, parce que je pense que la confiance n'est pas quelque chose d'inné. On n'est pas dans la vie, quand on est enfant, etc. On peut être face à des contraintes, face à des obligations, on peut perdre confiance en soi. Alors, selon toi, comment est-ce qu'on pourrait retrouver la confiance, par exemple? Est-ce que le fait de déterminer constamment et avec clarté ce qu'on souhaite expérimenter, par exemple, un objectif, est-ce que selon toi ou les autres, tout le monde peut interagir, pourrait renforcer cette confiance? Dans quel sens? La confiance, ça Alors, s'apprend de par la façon dont on a été élevé, bien entendu. Mais il voilà, par s'avère exemple. aussi qu'on a nos propres émotions personnelles, notre propre ressenti, C'est ce ça. que les autres vont montrer aussi. Ok, alors justement, quand on parle de ressenti, donc ce qui signifierait selon moi que la confiance est en relation avec les émotions. C'est lié. Ok, très bien. Merci Marie. Tu as peut-être quelque chose d'autre à ajouter Un tout avec... petit final, en fait. Ok, vas-y, on t'écoute. Alors, je ne sais plus où j'en étais d'ailleurs. C'est pas grave, c'est ça justement. On est justement en plein dedans, la confiance en soi, on peut se lancer, Voilà, c'est donc, parti. oui, donc il est à l'aise d'être lui-même avec vous et ne se cache pas de ses défauts. Vous avez confiance en lui parce que, là on va parler d'une personne en l'occurrence, il prend la bonne décision, il ne fera jamais, il ne fera jamais, il ne sera, pardon, il ne sera jamais vous faire sentir inférieur. Il tiendra toujours ses promesses. Oui, la confiance blesse. C'est ceux qui vous déçoivent juste au moment où vous pensez que les relations vont bien. Ils laisseront sortir leur vraie nature. Vous vous rendrez compte qu'ils vous ont utilisé ou vous découvrirez qu'ils parlent à tort. Il y a peu de choses pires que de découvrir que quelqu'un en qui vous aviez confiance vous trahit. Pourquoi faire confiance? La confiance simplifie les relations sociales. Elle permet de suspendre ses peurs, ses appréhensions liées au réel,
en rendant celle-ci prévisible. C'est la confiance qui permet les relations sociales. Pour faire confiance permet de se montrer soi-même, de diminuer la présence de son masque social. Ça, c'est un petit pied de nez à la situation actuelle. Merci à vous. Merci à toi, Marie. Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu viens de dire? Oui, excusez-moi. Oui. Oui, Merci, la confiance, Marie. c'est super. La confiance, elle blesse lorsqu'elle est trahie. Là, tu l'as bien dit d'ailleurs, hein. C'est très blessant quand la confiance est trahie. Alors, la confiance, on l'a à la naissance, lorsqu'on est dans les bras de sa maman, qui est pour peu qu'elle nous donne le sein. Alors là, on ne voit plus qu'elle et tout tient par elle et on a confiance en elle. Tout ce qu'elle nous dit, c'est d'or, quoi. C'est une règle d'or. C'est vrai chez les animaux, hein. Lorsqu'un poussin sort de son œuf, il suit la première personne ou le premier mouvement en croyant que c'est sa maman, même si ça n'est pas sa maman. On a fait beaucoup d'expériences dans ce domaine-là. Donc, ce qu'un poussin voit en premier, il va lui faire confiance. Et ça peut être un robot, ça peut être un autre animal que sa maman, ça peut être plein de choses. Donc, la confiance, elle est relativement innée, quoi. Elle est innée elle est consubstantielle à la naissance. La vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de confiance ou plus ou moins? Alors ça, c'est intéressant parce que, oui, bien sûr, on vit dans un monde de confiance. On a confiance dans son banquier, on a confiance dans son médecin de famille, par exemple, et on avait confiance jusqu'à maintenant dans ces deux personnes. Et aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il y a des raisons de ne moins avoir confiance? Voilà. Et dans ce cas-là, par quoi se remplace la confiance? On s'aperçoit que les personnes qui naissent sans confiance, qui n'ont pas eu la chance d'avoir une mère, etc., deviennent des loups, c'est-à-dire qu'ils n'ont confiance en rien ni personne. Et ça devient des marginaux automatiquement. Donc la confiance, c'est un liant de la société duquel on ne peut absolument pas se passer. Et aujourd'hui, on a des gouvernants qui, à notre avis, jouent sur la confiance que nous leur faisons depuis des centaines et des milliers d'années, avec un contrat, non pas de confiance, parce que ça, c'est pas chez nous, mais c'est le contrat social, par lequel ils sont censés nous protéger quand nous sommes censés travailler pour le bien commun. Et ce contrat, il est en train de s'effriter en ce moment. Alors, certains s'aperçoivent de la perte de confiance, enfin, vivent une perte de confiance, et d'autres pas. D'autres continuent de faire confiance au gouvernement, continuent de vouloir porter un masque, continuent de vouloir se faire vacciner, etc. Alors que nous, dans notre logique, dans nos valeurs du CNT, nous disons cette confiance, elle a été écroulée, un petit peu comme s'est écroulée la Constitution française en 2008, quoi. La confiance est partie avec, je dirais, avec l'eau du bain. Donc existe la confiance pour un grand nombre d'entre nous. Et nous ne comptons que sur des sites de réinformation et non plus nous adressons notre confiance à la télévision qui nous ment la plupart du temps. Et donc, nous sommes poussés vers d'autres sources d'information puisque nous avons perdu justement la confiance. Et cette confiance, aujourd'hui, elle erre comme une âme en peine. On a besoin de la retrouver. Alors, ceux vers qui se tourner pour avoir confiance, c'est compliqué. Si je vais sur Internet et que j'entends des informations, je me dis, ah ça m'intéresse, c'est une bonne information, mais est-ce que je peux avoir confiance dans cette information? Eh bien, ma foi, tant que je n'ai pas un élément de recoupement, tant que je n'ai pas de preuve directe, et encore, bien souvent, aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, avec l'électronique, avec le numérique, on peut faire un certain nombre de trucages qui vont tromper notre vigilance et qui vont rendre notre confiance très flasque, quoi. On ne va plus croire en quoi que ce soit. Alors, vers quoi se conduirait un monde qui n'aurait plus confiance en rien ni personne? On peut l'imaginer, on y va quelque part assez droit. Ne plus avoir confiance. C'est-à-dire que, in fine, les gens se posent des questions dans la rue. Oui, ils sont d'accord avec un certain nombre de choses que nous disons au CNT, et lorsque certains lanceurs d'alerte les disent, ils sont prêts à croire. Mais malheureusement, en dernier ressort, ce qu'ils croient, c'est ce qu'ils voient dans le poste, parce que c'est la dernière chose qui est chez eux, qui est officielle, qui est compréhensible par tous, et c'est le seul canal qu'ils comprennent. Donc, ils font confiance. Non pas qu'ils croient tout ce qui sort des mainstream, comme on les appelle, c'est-à-dire des médias, que ce soit la télé et les journaux. Non pas qu'ils le croient, mais en définitive, ils sont obligés de leur faire confiance par défaut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative crédible, parce que nous ne sommes pas, nous, au CNT, à la télévision. Voilà, on n'est pas à la télé, c'est compliqué. Donc, je vais te laisser rebondir là-dessus, Sonia, si tu veux. Oui, justement, parce que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Philippe, tu dis
qu'ils n'ont plus confiance, c'est ça, ce que tu as dit à la fin, je ne sais plus, ils n'ont plus aucune raison d'avoir confiance. Quelque Voilà. chose comme ça. Ah, Ouais. alors, voilà, je voulais rebondir là-dessus, puisque justement, la question est là. La raison d'avoir confiance. Est-ce qu'on est obligé d'attendre que l'autre nous mette en sécurité pour avoir la confiance? Si on part du principe que la confiance est un sentiment de sécurité, est-ce que ce sentiment de sécurité ne peut s'acquérir qu'à l'extérieur de soi? Peut-être que justement, toutes ces personnes qui n'ont plus confiance ont oublié ou ne savent pas ou ne comprennent pas que la sécurité, c'est aussi quelque chose qu'on travaille en soi, notamment dans les interactions avec les autres. Ça peut être peu importe qu'on ait le masque ou pas le masque, qu'on soit CNT ou pas CNT. Si quand je sors, je suis en capacité de regarder autour de moi, de me promener aussi dans la nature, d'aller voir les personnes, les échanges que je peux avoir les autres peuvent me donner un sentiment de confiance et de sécurité que je peux aussi apprendre à générer à l'intérieur. Donc ça peut se faire à travers aussi des méditations, à travers écouter une musique. Donc cette sécurité qui en apparence n'est plus présente à l'extérieur est peut-être le miroir de ce qui nous manque à l'intérieur. Donc pour moi, je pense que la confiance a plusieurs niveaux, il y a plusieurs manières de l'exprimer, dont une des raisons, c'est celle qui est en soi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a la confiance si on se réfère, si on se ressent sur le CNT. Et si vous êtes OK, j'aimerais bien faire le parallèle et faire la transition avec ce que Bruno va nous présenter, qui est par exemple le retour d'information. On a lancé il n'y a pas longtemps des commissions. Beaucoup de personnes se sont inscrites. Et effectivement, il n'y avait pas tout de suite de retour. Et il y avait pour certaines personnes des questionnements et puis peut-être une espèce de sentiment, qu'est-ce qui se passe au CNT? Et hop, un rebondissement ce soir, c'est qu'on va découvrir qu'il y a une suite à ces commissions. Donc, c'est peut-être, on est toujours encore dans cette interaction, dans cet échange. Et par rapport à ça, je pense que Bruno va nous annoncer des bonnes nouvelles par rapport aux commissions qui vont permettre aux membres de réaliser que oui, au CNT, on est présent, on travaille, c'est un petit peu lent, mais on est là. Donc, ayez confiance au CNT. Et moi, j'invite vraiment Bruno à nous présenter ces commissions dès maintenant, si tu es d'accord, Bruno. Ok, Sonia, ben, merci à toi. Moi, je voulais déjà d'abord rebondir encore sur ce que Marie et toi et Philippe vous avez dit. C'est que pour moi, il y a aussi deux aspects, deux dimensions au niveau de la confiance. D'abord, il y a une dimension de temps. Parce que la confiance, ça s'acquiert avec le temps. Moi, des fois, j'ai tendance à avoir confiance et puis après, je m'aperçois que j'ai eu tort d'avoir confiance. Ou l'inverse. Euh, des fois, j'ai l'impression que ça passe mal avec une personne, et puis au bout d'un moment, je m'aperçois que finalement, on peut lui faire confiance. Donc, il y a une notion de temps. Et c'est valable au niveau des individus, entre deux personnes, mais c'est valable aussi au niveau d'un peuple et de son gouvernement. Parce que depuis 40 ans, le peuple a eu confiance pendant un certain temps, mais à partir du moment où le peuple s'aperçoit que cette confiance est trahie, ça ne peut pas durer. Donc, la confiance, elle ne peut exister que sur le long terme. Et la personne qui a confiance en quelqu'un doit voir qu'en face, il y a du répondant. C'est-à-dire que la personne a raison de faire confiance et que derrière, on a quelque chose de réel et de sérieux. Et la deuxième chose que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, c'est souvent ceux-là qui ont confiance en personne. C'est souvent ceux-là qui trahissent parce qu'ils n'ont pas confiance suffisamment en eux-mêmes, donc ils ne sont pas honnêtes ni avec eux-mêmes, ni avec les autres. Et c'est souvent des gens qui vont vouloir développer des choses, mais uniquement tout seuls de leur côté, et ils ne peuvent pas s'intégrer à un groupe. Quand ils s'intègrent à un groupe, au bout d'un moment, ils vont s'auto-éliminer de ce groupe parce que pour eux, ça ne leur convient pas, il faut qu'ils fassent leur propre truc. Et à partir du moment où ils agissent comme ça, eh ben, ils resteront toujours tout seuls parce que, obligatoirement, s'il n'y a pas une confiance mutuelle dans un groupe, le groupe ne peut pas tenir. Et ça, au niveau des gouvernants, c'est évident parce que si les gouvernants au plus haut niveau, si même ceux du nouvel ordre mondial avaient confiance en eux, ils n'auraient pas peur. Et à partir du moment où ils n'ont pas suffisamment confiance en eux, ils ont peur. Donc c'est pour ça qu'ils veulent détruire les trois quarts de la population mondiale, etc., parce qu'ils veulent se préserver. En fait, c'est une peur. C'est un manque de confiance en soi que les gens ont. Et c'est ce manque de confiance en soi qui déclenche toutes les guerres, la plupart du temps. Et si à partir du moment où on a cette confiance en soi, on est plus amené à avoir confiance dans les autres. Et évidemment, on peut toujours se faire trahir. Mais
à partir du moment où en face de nous, on a d'autres personnes qui ont confiance en eux, les choses vont se passer beaucoup plus agréablement. C'est un petit peu le problème qu'on a dans toute l'humanité, c'est que les gens n'ont pas suffisamment confiance en eux-mêmes. Alors, Alors, ouais, juste excuse-moi, avant que tu commences les commissions, je voudrais juste préciser par rapport justement au manque de confiance en soi. Je pense que c'est lié évidemment aux blessures que chaque personne peut avoir. C'est bien sûr un autre sujet, mais disons que souvent une personne qui n'a pas confiance en elle, qui n'a pas confiance aux autres, c'est souvent lié à une blessure dont elle n'a pas conscience ou dont elle ne veut pas soigner. Et là, on rentre dans un domaine de l'humanité, comme tu dis, mais qui est complètement différent, qui est le soin. Et peut-être que la confiance aussi, pour l'acquérir, il faut apprendre à prendre soin de soi. C'est tout ce que je voulais préciser avant que tu parles des commissions. Et c'est toute l'importance qu'il y a dans la démosophie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, depuis la toute petite enfance, au niveau de l'éducation, on va changer complètement le système, changer complètement le paradigme, à partir de là, les gens vont se comporter beaucoup mieux, il y aura beaucoup moins de paranoïaques, il y aura beaucoup moins de gens avec des problèmes psychologiques, parce que la société va changer et les choses vont s'ouvrir d'une façon beaucoup plus positive vers la lumière. Alors, concernant les commissions, il y a peut-être des personnes qui se sont inscrites il y a déjà un mois et qui ont trouvé que c'était assez long pour préparer tout ça. Mais en fait, on a attendu d'avoir beaucoup de personnes pour qu'on puisse faire un bon tirage au sort. D'une part, et d'autre part, parce qu'il faut organiser donc un groupe de 300 personnes qui vont être dans 12 commissions, ce qui fait 25 personnes par commission. Donc, on a déjà commencé à préparer les commissions avec les personnes qui n'ont pas voulu être tirées au sort, donc qui ont préféré choisir déjà des commissions. Donc, on termine ce soir donc, les dernières retouches à ce niveau-là. Pendant ce week-end, on va terminer d'inscrire toutes les personnes dans les commissions, toutes les personnes qui ne veulent pas être tirées au sort. Et j'invite tout le monde à venir dans le live de lundi soir, parce que dans le live de lundi soir, Philippe prendra un grand chapeau ou une urne ou je ne sais pas quel ustensile, une casserole, et dedans, il mettra les numéros des personnes qui vont être tirées au sort. Alors, on ne donne pas les noms, on prend les numéros d'inscription, c'est-à-dire que toutes les personnes qui se sont inscrites ont reçu un mail avec un numéro, et donc ce sera ce numéro qui sera tiré. Donc Philippe va tirer au sort tous les numéros qui sont nécessaires pour compléter chaque commission jusqu'au nombre de 25 personnes. À partir de là, chaque personne inscrite recevra 2 ou 3 jours après un email qui va lui annoncer dans quelle commission il est inscrit, dans quelle salle il devra aller pour commencer les premiers travaux. Et ensuite, on pense qu'on va démarrer les premières réunions dimanche 21. Pourquoi dimanche? Parce que c'est le jour où il y a plus de chances que les gens soient libres et disponibles. Et donc, les réunions se feront dans des salles Zoom qui seront dédiées à chaque commission, et ça va durer pendant 10 semaines. On a fait un travail important pour répartir les personnes dans chaque commission en fonction des choix qui ont été les leurs et de la manière la plus harmonieuse pour que les gens se complètent les uns les autres, pour qu'on arrive à un résultat très intéressant en ce qui concerne les travaux qui vont être faits. C'est-à-dire, on a évité les doublons, on a mis des personnes, mélangé ensemble des personnes qui vont vers la même commission, mais avec des sujets différents, avec des idées différentes, etc. Donc, j'invite tout le monde à venir dans le live de lundi soir où Philippe fera le tirage au sort en direct. Donc, je te passe la parole, Philippe, si tu veux dire quelque chose de plus à ce niveau-là. Ah bah oui, bien sûr. Je veux parler du chapeau dans lequel on va tirer au sort. Je vais le montrer. Depuis ce chapeau-là, on va tirer au sort. Alors, ce que je peux rajouter par rapport à ce que vient de dire Bruno, c'est que effectivement, dimanche 21 est un rendez-vous important. On va demander à toutes les personnes de bien vouloir prendre du temps pour s'y rendre. Il y aura bien entendu le numéro de la salle. Il y aura également plusieurs horaires. C'est-à-dire qu'on va prendre, avec la même salle, on va pouvoir faire du 12-14, du 17-19 et du 20-22 heures, bien entendu. Je parle de l'heure française métropolitaine hors de Paris. Je pense bien entendu à nos amis des Dom-Tom qui seront conviés.
on a de fortes raisons de penser qu'ils seront intéressés à être plus dans les horaires tardifs que dans les horaires précoces. Voilà. Mais ça, c'est leur accommodement. Chacun va venir et chacun aura de toute manière une affectation pour ce premier rendez-vous à une heure fixe dans une salle fixe qui aura été fixée à l'avance. Voilà. Donc, les personnes se verront rappeler les sujets pour lesquels elles ont postulé. Les sujets ne seront pas tous tirés, puisque évidemment, il y en a 120 en tout. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas traiter 120 sujets dans cet exercice. Par contre, on a pioché au milieu de 120 sujets. Évidemment, on a pris les sujets, on a retenu les sujets qui sont le plus souvent mis en avant par les choix. Ce qui est logique, c'est la loi du nombre, ce qui n'exclut pas qu'ultérieurement, dans un deuxième travail, on puisse aller piocher, si je puis m'exprimer ainsi, vers des sujets où le nombre de personnes intéressées était plus confidentiel. Mais ça peut intéresser subitement d'autres personnes dans le cours du jeu. Tout ça pour dire que on peut avoir sur n'importe quel sujet préalable un temps nécessaire de trois sessions, voire 4 sessions de 2 heures, ce qui est pas mal. Je rappelle que dans la logique, chaque session devra remonter les informations, devra les faire circuler auprès d'un référent local qui ne sera pas le référent d'un groupe, hein, ça n'a rien à voir. Ça va être la personne qui va être désignée pour faire la compilation, pour faire le résumé, pour faire le compte rendu de tout le résultat des travaux. À l'intérieur de chaque commission, chacun va choisir quel est le sujet qui l'intéresse le plus. Il va y avoir des sous-commissions possibles. Ça peut vouloir dire des salles à réserver. Ça, on est en train de s'occuper pour les salles. On va voir si on va travailler sur Jitsi plutôt que sur Zoom, parce que sur Jitsi, on a des gratuités de temps, enfin des durées illimitées gratuites qu'on n'a pas forcément sur Zoom. On a fait un appel au peuple à toutes les personnes qui seront en salle Zoom et qui ont une adresse de salle Zoom, on va dire où il n'y a pas d'interruption de temps. Ça peut être intéressant. Sinon, on passera sur du Jitsi. On va vous donner toutes ces informations lorsque les personnes qui auront été tirées au sort recevront l'information. Donc, dans ces informations, il y aura la marche à suivre, c'est-à-dire le rendez-vous, l'heure, c'est-à-dire les sujets traités, enfin toutes les informations nécessaires pour avancer. Il n'y aura pas le nom des collègues qui seront dans la même commission, c'est pas prévu. Donc ça, c'est quelque chose que les uns et les autres vous découvrirez au fur et à mesure que vous rentrerez dans la commission. Dans cette commission, les uns et les autres seront accueillis par un sage, une personne qui a été désignée et informée et formée pour ce petit travail ou ce gros travail, et qui a pour mission, donc, ce sage, d'accueillir les gens et de leur dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, dans quelle commission vous voulez vous mettre, premièrement, et quelles sont vos préférences d'horaire les uns et les autres, car nous sommes bien conscients que si nous convoquons tout le monde le dimanche 21, certaines personnes auront des contraintes horaires qui vont passer avant toute autre considération et qu'il faudra bien ajuster en fonction des disponibilités horaires des uns et des autres. Et donc, c'est à ce moment-là, lors de cette première session, que le sage relèvera les éléments de disponibilité d'horaire pour le prochain tour, pour la prochaine convocation. Ces convocations, il y en a toutes les semaines. Chaque semaine, on passe les uns et les autres 2 heures ensemble. Voilà. Et donc, on passe 2 heures ensemble, et puis donc compte rendu du temps passé et du traitement du sujet en cours lorsqu'on a décidé de traiter tel ou tel sujet. Alors, le traitement du sujet, j'y reviens rapidement. Ce sont des sujets vastes, hein, ce sont des sujets très larges. On peut y inclure ce qu'on veut, on peut parler de ce qu'on veut, on peut orienter les choses un petit peu comme on le souhaite. Ça, c'est le libre arbitre de chacune des personnes, des 25 personnes qui sont dans la même commission. C'est absolument leur décision. On n'a absolument pas du tout été dirigiste. On ne souhaite pas dire aux gens il faut absolument travailler sur ce sujet-là plutôt qu'un autre. Pourquoi? 2 raisons. D'abord, la première, c'est qu'on est dans un exercice. Première raison. Et non pas dans la réalité des choses, pas encore. Et puis la deuxième, c'est de laisser aller la créativité des personnes et qui ont beaucoup de choses à dire dans ce domaine-là. Et quelquefois, une idée qui fuse d'une personne qui peut ne pas paraître un spécialiste de la question peut donner une orientation qui n'avait pas été imaginée, et il ne faut pas se priver de ce genre de bonheur. Donc voilà, donc c'est la liberté pour la question à se poser autour d'un sujet donné. Ça sera les choses à mettre en place dès la première convocation de dimanche, voilà, où les personnes auront l'occasion premièrement de faire connaissance les unes avec les autres. Il y a peu de chances pour qu'elles se connaissent les unes les autres parce que le tirage est fait d'un point de vue national et tout à fait au hasard. Donc voilà, et c'est tant mieux, ça a été prévu comme ça a été voulu comme ça.
Et puis voilà, et donc l'organisation, je le répète, c'est d'une part une personne, alors je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant, qui a la charge de l'ouverture de la salle. Ça n'a l'air de rien, mais c'est plus qu'important qu'une personne soit à heure fixe, à heure dite, capable d'ouvrir une salle Zoom ou Jitsi. Ça, ça sera sa responsabilité. Elle sera élue pour ça ou choisie pour ça. Et c'est la seule qualité qu'on lui demande, c'est sa ponctualité, en plus de son cerveau pour participer, bien entendu, aux commissions. On est bien d'accord. Et puis, il y a la personne qui fait le compte-rendu après. Alors, c'est pareil. Nous insistons sur un point, c'est que ce compte-rendu ne doit pas être fait en dehors de la session en question. Hein. C'est-à-dire que c'est pas une personne qui rentre chez elle et qui fait le compte-rendu dans son coin. Le compte-rendu doit être fait dans le cadre de la session. Ça, c'est un point sur lequel on insiste. Voilà, j'insiste aussi sur un autre point dont j'ai déjà parlé, mais j'y reviens. C'est sur le fait que nous sommes sur des logiques, je dirais, organisationnelles et non pas technologiques ni techniques. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas réinventer la poudre ou inventer des choses ou mettre en avant des inventions, etc. C'est pas le sujet du tout. Le sujet, c'est beaucoup plus l'organisationnel. Voilà, la sécurité sociale de demain, comment vous la voyez, la médecine de demain, comment vous la voyez. Voilà, il s'agit d'inventer tout en étant créatif, bien entendu, et en pouvant se mettre dans des cadres légaux à créer. Donc là, on est dans des cadres légaux à créer, hein, et pas dans le cadre légaux de la République, dont on va pour l'instant se passer sur cet exercice. Voilà. Si j'oublie des choses, elles seront notées sur les documents que vous allez recevoir. S'il y a des questions, parce qu'on n'est pas infaillible, eh bien, ce sera Bruno et moi-même qui les recevrons. Bien volontiers, on les traitera. Et si elles intéressent l'ensemble des participants, bien entendu, on répondra par écrit, par mail, à l'ensemble des participants, si c'est normal. Voilà. Alors, il y a une question déjà Oui. qui arrive dans le chat de Sophie qui dit: je ne sais pas où trouver notre numéro. Alors, quand vous avez reçu la confirmation de l'inscription en commission, en haut du mail, vous avez un numéro 2021 02, par exemple, pour février, 001 ou 02 002 02 03, etc. C'est ce numéro-là qu'on va utiliser. C'est ce numéro-là qui va être tiré au sort. Donc, comme ça, il suffit que vous retourniez voir le mail que vous avez reçu et en lisant le numéro que vous avez en haut, vous saurez que c'est vous qui avez été choisi pour telle ou telle commission. Voilà, alors cette session, cette soirée, a la vertu de pouvoir être enregistrée et donc d'être rediffusée. Si vous avez des questions, vous trouverez les réponses. Et si vous ne vous souvenez pas de ce que nous avons dit ce soir avec Bruno, vous aurez la possibilité, donc, puisque nous sommes en direct, d'y revenir pour vous réinformer ou compléter votre mémoire. Voilà, et si vous avez d'autres questions, encore une fois, vous pourrez nous écrire. Ce sera bien plus simple. Et comme aujourd'hui, nous sommes le 87e jour de détention abusive de Éric Fiorile, il faut avoir une grande pensée pour lui parce que c'est lui qui a eu l'idée, qui a mis en place le concept des commissions, qui a été commencé tout doucement lors du 14 juillet de 2020 et ensuite lors du congrès de Gironde où ça a été fait d'une manière plus grande. Et là, on le fait carrément au niveau national. Donc, je pense qu'Éric, quand il va sortir le plus vite possible, j'espère, il sera content de voir qu'on aura travaillé à fond sur ces commissions et que le cerveau collectif, l'intelligence humaine collective va fonctionner à plein régime. Voilà. Merci Bruno, merci Philippe, merci à tous. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons aussi une invitée surprise qui a prévu quelque chose sur la confiance. Et ben, je la laisse parler, je lui laisse la parole à cette invitée surprise. Alors moi, j'ai trouvé un article de Michel Marzano et j'ai trouvé des choses intéressantes qui m'ont parlé et que j'avais envie de partager. Elle dit dans l'étymologie, comme a été dit, c'est comme avec et fier, voilà, et qui veut dire fidère, fier, signifie en effet qu'on remet quelque chose de précieux à quelqu'un en se fiant à lui et en s'abandonnant ainsi à sa bienveillance, à sa bonne foi. L'étymologie du mot montre par ailleurs les liens étroits qui existent entre la confiance, la foi, la fidélité, la confidence, le crédit et la croyance.
que depuis un peu une modernité, on a un peu réduit, certains ont réduit cette confiance en quelque chose ou une réduction des risques, ou encore comme le fruit d'un calcul rationnel, en laissant de côté ce qui nous paraît être une composante essentielle de notre confiance, le fait qu'elle place d'emblée celui qui fait confiance dans un état de vulnérabilité et de dépendance. Pour moi, c'est aussi cette dépendance, et ce qu'elle dit un petit peu plus loin, c'est que quel intérêt vont trouver chacun des deux personnes dans le fait qu'une ait confiance dans l'autre, et comment ça, voilà, ça peut évoluer, que la confiance n'est pas la crédulité. Voilà, pour tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, je trouve que c'est très intéressant, d'ailleurs très poétique, la façon dont ça a été lu. Merci à toi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye, comme on le sait, de contrôler tout, les émotions, les sentiments, y compris le sentiment de sécurité, en faisant croire que si on obéit, si on agit comme ci, comme ça, on aura la confiance, on sera sûr de ceci, de cela. Or, en réalité, avec ce contrôle, on est en train de créer la dépendance à un système, la dépendance à une pensée unique. Et alors que nous, ce qu'on veut, c'est justement devenir autonome. Et réduire la dépendance, eh bien, c'est se réapproprier la confiance en soi et l'estime de soi également. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, tiens, sur le plateau télévisé du CNT, par exemple? L'estime de soi, c'est aussi un débat intéressant que beaucoup de... Voilà, en ce moment, on est en plein dedans. Les parents, par exemple, si on parle des enfants, des parents, aujourd'hui, c'est très difficile puisque on sait que les enfants ont le masque, ils n'ont plus de repères et il y a justement cette perte d'estime de soi et les parents sont un peu dépassés. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, à des personnes, quand on est au CNT, qu'est-ce qu'on pourrait dire à un parent ou à une personne âgée, peu importe, qui est aujourd'hui en dépendance et qui ne sait plus quoi faire et qui n'a plus confiance? Si on lui dit, voilà, nous, on a éventuellement une réponse à vous donner pour retrouver une forme d'autonomie, ou vous ralliez un groupe qui serait à l'écoute de cette autonomie. Comment on pourrait leur présenter le CNT, par exemple? Ça peut être aussi un exercice pour mettre une personne en confiance. Donc, je ne sais pas qui veut bien se lancer dans cet exercice. Peut-être Philippe, Marie, Bruno? Ouais. Oui, c'est une nouvelle information que nous proposons au CNT. Hein. C'est un nouveau paradigme, une nouvelle information. C'est toujours compliqué de s'adresser aux Français moyens sur ces sujets-là parce qu'ils sont vastes. Ils remettent en cause l'existant et que, évidemment, personne n'a envie de remettre en cause ce qu'il croit depuis sa naissance. Donc voilà, ça c'est la difficulté de base pour faire en sorte de récupérer une confiance. Mais lorsque la confiance est diminuée au point que les personnes en perdent l'estime d'elles-mêmes, effectivement, il faut se tourner vers d'autres solutions. Sinon, on risque tout simplement de mourir en tant que peuple et en tant que nature humaine, tout simplement. Donc, c'est pour ça que nous sommes là en secours et que nous sommes là pour accueillir toutes ces personnes qui se posent ces questions. Nous offrons un paradigme, c'est-à-dire un corpus de réflexion philosophique, de réflexion de nature politique, de réflexion de nature financière et économique, qu'on trouve au sein du CNT, de façon à redonner non seulement la confiance en général, mais l'estime de soi-même, évidemment, qui est mise à bas, qui est mise à mal au travers du port du masque, y compris pour les enfants, y compris pour les mamans. Les enfants, comme on le sait, comme on l'a déjà dit ici, sont des êtres qui se fient sur le visage de leurs parents pour justement comprendre comment le monde fonctionne, comprendre ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui fait rire, ce qui fait pleurer, au travers des émotions qui apparaissent sur le visage de leur maman. Ces émotions, ils en sont désormais privés. Et demain, on ne sait pas du tout vers quelle dérive émotionnelle ces enfants vont aller. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont perdre justement l'estime d'eux-mêmes parce qu'ils n'auront pas d'autre solution que de vivre masqués et que de vivre sans masque, comme on le voit aujourd'hui, c'est prendre le risque de les faire pleurer, car on leur explique que s'ils ne portent pas de masque, ils risquent soit de mourir eux-mêmes, soit de tuer leur papa et leur maman.
Si ça, c'est pas une direction vers la perte de l'estime de soi, je n'y connais rien. Et donc, nous, on est là pour rétablir les vérités, pour faire en sorte de dire aux gens, mais non, on ne craignez rien, la vérité n'est pas là, la vérité est ailleurs. Il y a tout un ensemble de médecins qui nous disent des choses tout à fait contraires à ce que nous voyons dans les médias mainstream. Accrochez-vous plutôt à ces idées-là qui rendent le sourire plutôt qu'aux idées qui vous font plonger moralement et qui vous conduisent vers la perte de l'estime de vous-même. Voilà. Oui, c'est ça exactement. Et sachant qu'il y a cette confiance qui peut rebondir, mais aussi grâce à l'expression de soi, puisqu'on sait très bien que à travers les commissions, par exemple, les personnes vont pouvoir échanger, vont pouvoir proposer des idées. Et est-ce que, par exemple, Bruno, je sais que tu as déjà défini les commissions, ce que c'est qu'une commission, mais est-ce que tu peux peut-être étayer un petit peu plus pour les personnes qui viennent peut-être de se brancher là ou qui sont nouvelles au CNT, pour réexpliquer bien ce qu'est une commission? Alors, tout à fait, et ça tombe très bien parce que dans le chat, il y a Sylvie qui a posé une question, qui a dit comment vont fonctionner des commissions de 25 personnes quand il y aura 67 millions de Français à prendre en compte. Alors, justement, là, ce qu'on va faire, c'est un exercice à l'échelle nationale, mais c'est simplement un exercice. Mais si on reprend le programme du CNT, tout le programme du CNT a été fait pour que le peuple français puisse retrouver la confiance. Et pour que le peuple français retrouve la confiance, il faut que ce soit lui qui soit souverain et pas des politiciens qui se mettent au-dessus et qui ne connaissent rien au fonctionnement du pays de manière profonde. Donc l'idée des commissions, c'est que pour mieux gouverner un pays, la meilleure façon, c'est de faire fonctionner l'intelligence collective, plutôt qu'un ministre avec un président au-dessus. Donc, dans le programme du CNT, il y aura des commissions qui vont remplacer les ministères. Mais ces commissions seront composées de 100, 200, 300 individus, ça sera déterminé. Mais ce sont des individus qui seront, pour un tiers, des gens compétents dans leur domaine, mais libres de tout conflit d'intérêts, pour éviter toute corruption. Un deuxième tiers, ce sera des gens qui ont une certaine sagesse, et donc qui sont des gens qui ont une expérience de vie et qui peuvent avoir une pensée sérieuse. Et puis, il y aura un tiers de personnes qui seront des gens du peuple tirés au sort parmi des volontaires à travers toute la population. Ce qui fait qu'en mettant ces trois types de personnes dans une commission qui va gérer un certain nombre de problèmes de gouvernement, on aura vraiment une représentation du peuple qui permettra de donner confiance au peuple. D'autant plus que quand un sujet sera décidé dans une commission, il sera voté, mais avec une majorité qui devrait être de 67 à 75% et pas uniquement de 50%. Ce qui fait que tant qu'on n'atteindra pas cette majorité, la décision ne sera pas prise. Et pour les grandes décisions, pour les décisions importantes pour le pays, une fois que cette décision aura été prise par la commission, à 75%, eh bien, cette décision sera en plus soumise à référendum au niveau du peuple. Donc, tout le programme du CNT, en fait, à ce niveau-là, est basé sur comment redonner la confiance à la population et comment être certain que les personnes qui vont gouverner le pays le feront pour respecter réellement la volonté du peuple. Donc, en fait, ce qu'on va faire avec les commissions au niveau du CNT, c'est reproduire en miniature ce qui se fera à grandeur nature quand le CNT sera au pouvoir. Donc, des commissions de 25 personnes, c'est moins important que des commissions de 300 personnes. Mais on n'est pas encore au gouvernement, on n'a pas encore le pouvoir. Donc, on va commencer à construire un programme, on va commencer à mettre des idées ensemble. Et il faut savoir que quand des personnes se réunissent ensemble, 25 personnes qui se réunissent ont autant de pouvoir et autant d'efficacité que 500 ou 600 personnes. Pourquoi? Parce que l'intelligence collective fonctionne, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3 et 4, et ainsi de suite. Ça multiplie et ça potentialise les résultats. Dans l'histoire, tous les systèmes qui ont fonctionné comme ça, par des groupes de personnes, ont eu des résultats extraordinaires. Que ce soit dans la science, dans la politique, dans tout un tas de domaines, même les révolutions, souvent, ont commencé avec un tout petit groupe de personnes. Donc, en fait, c'est ça ce qui va être fait au niveau du CNT.
c'est que les membres du CNT vont souvent sur le terrain faire des actions, mais il y a aussi des membres du CNT qui ont des choses à dire et qui ont des choses à partager et qui ont des idées. Donc toutes ces idées, elles vont venir se réunir dans ces commissions et on va faire un exercice qui est vraiment quelque chose de nouveau, qui ne s'est jamais fait, même dans un parti politique. Parce que dans un parti politique, il y a toujours un chef en haut, et puis ceux qui sont en dessous sont obligés d'obéir au chef. Et très souvent, quand quelqu'un a une idée nouvelle, eh ben, elle se fait étouffer. Tandis que là, c'est complètement l'inverse. Là, on est dans un système horizontal où toutes les idées vont pouvoir s'exprimer et elles vont être réunies, elles vont être mises en relation les unes avec les autres, et ça va donner une synthèse qui va être extrêmement intéressante. Et ça ne s'est jamais fait nulle part. Voilà l'esprit des commissions et ce qui va pouvoir en sortir, je pense, au bout des 10 semaines de travail qu'on va mettre en place. Voilà, c'est génial. Et moi, je voudrais juste préciser peut-être sur des personnes qui se posent la question. 25 personnes dans une commission, c'est bien ça, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Après, on peut se demander qui va parler, comment ça va se passer. Peut-être qu'il y aura des personnes qui auront le monopole, celui ou celle qui est timide, etc. Mais justement, le principe de ces commissions, c'est de pouvoir laisser la parole à tous. Mais peut-être que Philippe, toi, tu pourras repréciser ce que je dis, avec éventuellement une personne qui pourrait être comme un compteur de temps, avec chacun pourra avoir droit à la parole. Il n'est pas question que ce soit une seule personne qui parle ou qui coupe la parole, etc. On est aussi dans cette charte d'harmonie, de respect des uns et des autres. Vas-y Bruno, tu peux compléter. Ça sera des groupes. L'expérience a prouvé que l'idéal, c'est de faire des petits groupes de 8 personnes. C'est-à-dire que dans les commissions, il y a 25 personnes et on fera 3 groupes de 8 personnes qui vont travailler séparément, soit sur le même sujet, soit sur d'autres sujets. Et à la fin, on fait la synthèse. C'est-à-dire qu'il y a un rapporteur à la fin qui va faire la synthèse de tout ce que les 3 groupes ont écrit et on fait une synthèse des 3. Si les 3 groupes travaillent sur 3 sujets différents, ça sera fait la fois suivante. Exactement. Donc, à charge aussi, il y aura toujours bien sûr une personne, un sage, hein, c'est bien ça, Philippe, qui sera là, pas pour surveiller, mais pour aider éventuellement et apporter peut-être du plus. Mais à charge aussi aux personnes présentes dans ces commissions de vraiment s'engager, de vraiment s'exprimer, de laisser la parole, évidemment, de s'écouter, ce qui est un exercice qui n'est pas évident, mais qui est très enrichissant. Donc peut-être que le premier jour, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, ça peut être un petit peu compliqué. Mais moi, je peux vous assurer qu'au bout du 2e jour, 3e jour de commission, on réalise que si par exemple, moi, je suis une personne très, très timide et que j'ai des choses à dire et qu'on me laisse la parole, je réalise que je commence à prendre confiance en moi. Pour le coup, on est vraiment dans la confiance. Si je suis une personne qui, au contraire, a tendance à prendre beaucoup d'espace, je peux apprendre à laisser l'espace aux autres. Donc, on est vraiment dans une vie de collectivité, comme Bruno l'a précisé, intelligence collective. Et les commissions vont permettre à chacun de trouver sa place à son niveau, avec sa compétence, mais pas forcément le diplôme. Si c'est sur la santé, on n'est pas obligé d'être médecin. On peut très bien avoir des idées, être une maman ou un papa, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est unique. C'est comme une simulation à échelle du CNT qui nous prépare déjà pour avoir un avant-goût de ce que pourrait être le gouvernement, la France de demain, qui arrive quand même, je pense, bientôt, peu importe la forme que ça va prendre. Mais en tout cas, les commissions, je vous invite vraiment, même si vous êtes timide, que vous êtes inscrit, ne pas avoir peur de vous exprimer, ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez, et tout en étant toujours dans la bienveillance, avec la charte harmonie. Est-ce que Philippe, tu confirmes? Et à Gironde, on a vu des gens extrêmement timides se réveiller et se révéler. Et là, par exemple, si je prends l'exemple de la commission santé, dans la commission santé, il y aura, sur 25 personnes, il y aura une dizaine de gens qui sont des professionnels, ou des thérapeutes, ou des gens qui ont été dans la médecine, ou des infirmières. Et puis à côté de ça, il y a les gens qui sont tirés au sort, qui ne connaissent pas forcément quelque chose à la santé, mais justement, qui peuvent avoir leur mot à dire. Parce que des fois, c'est très intéressant d'avoir des gens qui sont complètement à l'extérieur, parce que des fois, des idées viennent de gens qui sont complètement à l'extérieur et qui ne connaissent pas le système de l'intérieur. Et ça permet d'enrichir les choses. Oui, et je voudrais compléter ce que dit Bruno pour dire qu'on n'est pas avec des représentants du peuple, hein, on n'est pas à l'Assemblée nationale, hein, où tout le monde est en concurrence les uns avec les autres, se marche dessus, c'est celui qui parle le plus fort qui a raison.
Là, on n'est pas du tout dans cette logique. On est dans une logique où les personnes ne sont pas en concurrence, mais en complémentarité, premièrement. Et deuxièmement, elles ne sont pas des représentants du peuple, elles sont des essences populaires, c'est-à-dire qu'elles ont été choisies parmi le peuple, et pas pour leur qualité politicienne ou politique, mais pour leurs qualités humaines, pour celles que nous irons choisir. Alors, dans la réalité, je parle de la réalité, hein, je ne parle pas de l'exercice qui nous attend. Dans la réalité, ce sera ça. Et donc, ces personnes que nous irons choisir, on en a déjà un certain nombre d'idées en tête. Il y aura des compétents, Bruno l'a évoqué tout à l'heure, des sages, on ira les chercher, et puis bien sûr des personnes tirées au sort et qui vont jouer le rôle, non pas toutes timides dans leur coin, mais parce qu'elles ne sont pas des représentants muets qui ne connaîtraient pas leurs leçons, mais parce qu'elles sont juste des personnes du peuple de France qui ont aussi un avis à donner sur cette question et qu'elles sont une émanation de ce peuple et non pas des représentants, elles vont pouvoir parler assez facilement, on va leur laisser la parole. Il y aura des personnes qui vont laisser la parole à ces gens. Et ça on va être absolument intransigeant sur les temps de parole, sur la possibilité de laisser la parole, y compris à des personnes qui n'ont fait que beaucoup écouter pendant les premières heures, mais qui sont arrivées à avoir une idée à la fin de la dernière heure et qui ont quelque chose à dire. Et on s'est aperçu aussi bien à Gironde qu'au procès de Milan, que lorsque nous étions à Saint-Clément, etc., que ça marche bien, voire très bien, à condition que les questions soient bien posées, et à condition que les personnes soient bien intentionnées, évidemment, puisque c'est le cas. Au sein du CNT, nous avons une charte d'harmonie et toutes les personnes qui seront dans ces commissions seront déjà teintées de cette charte. Elles auront déjà en elles-mêmes cette façon de penser, cette façon de voir le monde. Car le CNT, c'est une nouvelle façon de voir le monde, telle que le CNT, canal historique d'Éric Furil, a prévu les choses. Voilà l'invitation à laquelle nous vous convions. Ça va être du bonheur. Il faut que les personnes qui se rendent compte qu'ils vont être choisies pour cet exercice, c'est pas un exercice par-dessus la jambe, c'est vraiment quelque chose de prenant. Elles vont être prises exactement comme on se prend à un jeu, sauf que là, on va jouer à faire gouvernance dans un nouveau paradigme. Voilà ce qui va changer. Et là, ce qui va être Oui, génial aussi, c'est que très rarement, on a des gens de tous les âges qui travaillent ensemble. Là, on va avoir des gens de 20 ans qui vont être avec des gens de 40 ans et des gens de 80 ans. Et ça, c'est très intéressant aussi. c'est ça. Là, on parle vraiment de reconnaissance, la reconnaissance de chacun, chacun à sa place, à son niveau, à son rythme. Voilà. Et donc, c'est ça qui est très important. Philippe, je vais insister sur un point. J'aimerais parce que tu as parlé du CNT Canal Historique. Je sais que tu le répètes régulièrement, mais j'aimerais bien quand même que, encore une fois, aujourd'hui, ce soir, tu nous rappelles qu'est-ce que c'est le CNT Canal Historique. Ah bah merci pour ta question, Sonia, et effectivement, tu as raison. C'est quelque chose qu'il faut dire et rappeler. Alors, le canal historique, pourquoi? Parce que par allusion au fait qu'il y a des CNT qui poussent un petit peu sur le bord de la route comme des champignons. Or, il ne peut y avoir qu'un seul CNT par pays, comme l'ONU l'a prévu. Voilà, la Libye s'en est servie en 2007, justement, pour pouvoir permettre notamment à des armées étrangères d'intervenir contre un tyran, en l'occurrence. Et c'est ce qui s'est passé. Éric Furil, lui, l'a vu différemment. Et en 2015, lorsqu'il a déposé ce CNT auprès de l'ONU, il a, derrière ce CNT, vu des choses. Il a vu une gouvernance, il a vu un programme possible, il a vu 2 ans de transition, il a vu ensuite, lorsque nous nous sommes réunis à Milan pour le procès de Milan, il a vu avec nous tous la possibilité de créer la Cour suprême du peuple souverain. Le CNT Canal Historique aujourd'hui, tel que je l'appelle moi et nous l'appelons désormais tous, c'est ce qui a été déposé par Éric Furil auprès de l'ONU en 2015, ça c'est très clair. Ces documents ont été, je dis bien, déposés et en aucun cas validés, entérinés, tamponnés par l'ONU, dont ça n'est pas le job, mais bien déposés, et pas seulement à l'ONU d'ailleurs, mais également dans, je crois, 15 ou 16 pays de l'ONU, justement, membres de l'ONU, membres du Conseil de sécurité, c'est sûr, et membres de l'ONU également. Donc, ça fait du monde qui est au courant depuis 2015 qu'il y a un CNT en France. Que ce CNT a été déposé par M. Éric Furil, n'en déplaise à certains grincheux qui voudraient que ce soit pas vrai, que ce soit mal fait, que ce soit je sais quoi encore. Bref, c'est fait, c'est derrière nous, c'est du passé, c'est l'histoire. Donc, ce CNT canal historique, il entérine à la fois le dépôt de ce document par Éric Furil, il entérine à la fois un document qui s'appelle la démosophie, qui est une sorte de base philosophique que nous propose Éric Furil depuis 20 ou 30 ans en arrière. Voilà, on va voir à l'image le document La démosophie, qui est très intéressant, bien entendu, puisque ce type de changement de paradigme doit normalement et logiquement s'appuyer sur une pensée forte. Cette pensée forte, Éric Furil
l'a écrite dans ce document qui s'appelle la démosophie. La démosophie, c'est un néologisme par lequel il explique que c'est le gouvernement par la sagesse du peuple. Voilà ce qu'il entend par démosophie. Donc c'est passionnant à lire, à comprendre, à intégrer, de façon à comprendre la suite. Et la suite, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que le CNT, tel qu'Éric Fiorile l'a imaginé, devient une forme de gouvernance dans laquelle, justement, on va trouver les commissions que nous allons un petit peu imiter à partir de la semaine qui vient. Et ces commissions nationales, bien évidemment, auront pour mission de faire gouvernance et de créer des lois et faire voter ces participants à des lois, c'est-à-dire que les participants vont voter pour des lois et non plus pour des représentants. Ça, c'est le CNT qui a l'historique également. Nous avons 2 ans. Nous avons 2 ans pour cette transition, puisque CNT, ça signifie Conseil national de transition. Il y a donc une transition. En l'occurrence, Éric Fiorile l'a calibré à 2 années. Ça sera peut-être 2,5 ou ça sera peut-être moins, je ne sais pas. Mais toujours est-il que pendant ces 2 années, on va faire quoi? Eh bien, on va faire la transformation d'un autre écrit d'Éric Fiorile, par Éric Fiorile, mais avec l'aide de spécialistes dans un tas de domaines. Ce document qui s'appelle le programme, tout simplement, de la transition. Programme dans lequel que nous allons suivre à la lettre et pour lequel il y aura une garantie de suivi. Cette garantie de suivi, elle va être faite par la Cour suprême du peuple souverain. La Cour suprême du peuple souverain, c'est quelque chose de tout à fait novateur. C'est une sorte de sanction ultime de la bonne marche de ce qui est prévu dans le programme de la transition. Et cette sanction ultime, elle est donnée par le peuple lui-même, pas par des représentants, mais par une émanation tirée au hasard, au tenté, pour parler d'un sujet. Alors, c'est quelque chose qui peut ressembler je dirais, à une sorte de référendum. Hein. C'est du référendum un petit peu permanent, mais sur un sujet donné et sur seulement entre 300 et 1000 personnes qui sont tirées, encore une fois, toutes au hasard. J'insiste sur toutes au hasard, dans ce cas précis. Et ces personnes vont être informées par des sages, par la Cour des sages, la Cour suprême en l'occurrence, des sages, et qui vont les informer sur la meilleure façon de répondre à ce type de sujet. Donc, on n'a pas besoin de spécialistes. Les spécialistes, on les a. Ils sont du côté de nos sages et ils ont pour mission de former et d'informer les Français qui vont monter dans le cadre d'un appel de la Cour suprême du peuple et qui vont nous dire à la sortie si, ils sont d'accord, oui, non, s'ils sont d'accord à condition que, s'il faut tout changer, s'il faut amender, s'il faut refaire. Et c'est eux qui décident en dernier ressort. Et si jamais il s'avérait que la transition ne soit pas respectée, le programme de la transition ne soit pas respecté, ils auraient pour mission première de mettre le haut là et de dire attention, là il y a un problème, il y a une déviance, il faut revenir au programme initial. Parce que j'insiste sur ce point, le programme initial est la pierre angulaire de tout le changement de paradigme que nous prévoyons après. Voilà. Donc il faut évidemment prendre connaissance du programme, sinon c'est moins facile à comprendre. Je voudrais ajouter quelque chose à Philippe, à ce que tu viens de dire. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, qu'ils soient adhérents au CNT ou qu'ils soient à l'extérieur, beaucoup de gens croient que les choses peuvent changer comme ça en quelques minutes. On est habitué dans notre société à vouloir avoir tout de suite. Le CNT fait un travail de longue haleine. Il y a des gens qui se disent ou qui ont dit ou que j'ai vu ou que j'ai entendu dire oui, mais quelles sont les actions concrètes que le CNT font sur le terrain? Dans le chat, il y a une personne qui vient de dire aussi, croyez-vous vraiment que les escrocs du gouvernement protégés par les mercenaires vont abandonner leurs privilèges pacifiquement? Non, bien sûr. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que petit à petit, les gens vont prendre conscience. Petit à petit, les forces de l'ordre vont prendre conscience. Toutes les actions que le CNT a fait depuis des mois et des mois envers les forces de l'ordre pour les soutenir et comme dans l'opération Chocolat par exemple, pour les soutenir, pour dire qu'on est avec eux et qu'ils sont là pour protéger le peuple, toutes ces actions-là commencent à porter leurs fruits. Moi, je vais vous donner un exemple qui est un petit exemple à mon niveau. Je prends la commune de Bourg-Madame, qui est à la frontière, dans les Pyrénées-Orientales, à la frontière entre l'Espagne et la France. C'est une commune que j'ai visitée toutes les semaines depuis le mois de juin. Au mois de juin, j'ai commencé à mettre des ronds verts un peu partout. Ces ronds verts, ils sont toujours là aujourd'hui, au bout de 10 mois. Ils n'ont pas changé, ils n'ont pas été enlevés. Après, j'ai été voir la mairie. J'ai mis un rond vert dans la mairie. J'ai parlé avec la secrétaire de mairie. J'ai donné des tracts du CNT à la mairie. On a envoyé une sommation au maire.
on a envoyé une sommation à la gendarmerie. J'ai rencontré le capitaine de gendarmerie qui m'a accueilli vraiment très agréablement et qui m'a dit « ça fait plaisir d'avoir des gens qui nous soutiennent ». On a fait avec une adhérente, la seule et unique adhérente qui est là-bas dans cette ville, qui s'appelle Anne-Marie Rieu, on a fait les commerçants. On a vu les commerçants, on leur a donné des tracts. On a aussi un commerçant qui a mis un rond vert sur sa vitrine et qui est un commerçant qui vend des fruits et légumes bio et qui accepte sans aucun problème maintenant que des gens viennent dans le magasin sans masque. Et toutes ces petites actions, finalement, ont produit un effet. Et je vais vous dire quel effet. Vous savez qu'il y a 3 semaines, Macron a exigé que toutes les personnes qui viennent de l'étranger passent un test PCR avant de rentrer en France et qu'il y aurait des contrôles. À Bourg-Madame, le premier jour, il y a eu un petit contrôle. Il y a eu 2 gendarmes qui sont venus à la frontière et je les ai vus, ils m'ont salué parce qu'ils me connaissent et ils m'ont laissé passer. Ils ont contrôlé quelques voitures. Au bout de 2 heures, c'était fini. Et depuis 3 semaines, il n'y a plus aucun contrôle. Et les gens circulent en liberté. Donc, je ne vais pas dire que c'est la première commune libre de France, mais c'est déjà un grand pas. Mais il aura fallu 8 à 9 mois de démarche petit à petit, de se faire connaître. Et si tout le monde, si tous les adhérents du CNT font ça dans leur coin, petit à petit, on va arriver à un jour où il va y avoir un effet de bascule. Il va y avoir une masse critique qui va être déclenchée et à partir de là, le peuple va reprendre sa liberté parce que beaucoup plus de gens vont enlever leur masque, beaucoup plus de commerçants vont ouvrir et à partir de là, les forces de l'ordre qui avaient peur de perdre leur salaire vont finir petit à petit par se rejoindre avec le peuple. Et à partir de là, les choses peuvent basculer très très vite. Il faut peut-être des mois et des années, mais le jour où ça bascule, ça va très vite. Regardez le mur de Berlin. Le mur de Berlin, en 1989, une semaine avant, qui imaginait qu'une semaine après, le mur serait écroulé? Ça va très très vite, mais il faut que ça s'accumule. Alors, j'ai juste une petite preuve de ce que tu dis, puisque certaines personnes connues commencent à parler du CNT. Alors, je vais vous passer la vidéo. J'espère qu'elle va passer. Voici, j'espère que c'est bon. Alors, est-ce que vous reconnaissez cet homme? Francis Est-ce Lalanne. que Francis a pris Lalanne. connaissance du CNT, Conseil national de transition? J'ai connu oui, Alors, de ce mouvement. Alors, je remets au départ. Est-ce que Francis a pris connaissance du CNT, Conseil national de transition? J'ai connu oui, de ce mouvement, ouais. De gens courageux, de gens qui en tout cas, après... Leur président est en prison. Oui, je sais. Et puis ils ont fait des choix... qui les mettaient dans une position de risque par rapport à la réaction de l'autorité. Mais en fait, ils ont dit, en gros, ce qu'ils ont dit, après, je ne l'aurais pas forcément dit de la même manière, mais ils ont finalement dit que dans la réalité de nos institutions, vu l'usage qui est fait de nos institutions par les gens qui aujourd'hui dirigent la France, l'usage étant abusif, ils se disqualifient. C'est-à-dire que finalement, ils annulent, ils rendent nul et non avenu le vote qui a procédé à leur élection. Vous savez, c'est incroyable. Notre système est un contrat social, mais qui n'engage qu'un seul des partis. C'est pas possible, ça. Aujourd'hui, ça devrait être contractuel. Si vous êtes élu pour faire quelque chose et que vous faites le contraire, votre élection devient, obsolète. Enfin, ça me semble évident. Ils ont poussé ce raisonnement jusqu'au bout. Ils ont assumé leur choix, leur décision. Voilà, moi, je suis pas sur la même ligne, mais sur le fond, je suis d'accord avec eux. On n'est plus en République. Il y a eu un coup d'État, et donc le peuple français doit reprendre sa souveraineté. On est sous quel régime? Le peuple français doit reprendre le contrôle de sa souveraineté. Il doit le faire de lui-même, par lui-même et pour lui-même. C'est dans notre Constitution.
Mais est-ce que il On y est a dans un, aussi l'Europe qui bloque? on est dans un régime totalitaire. On a glissé d'une démocratie pluraliste, même si ce n'est pas une démocratie, d'une république pluraliste, hein, une république démocratique et pluraliste, à une technocratie totalitaire. Liberté se change en illusion dans cette dictature économique. Nous allons perdre tout ce que nous avons sous le règne de la 5e République. Au Conseil national de transition, on sait qu'il existe une solution pour en finir avec la corruption qui sévit au cœur de notre nation. Au CNT, on a décidé d'ouvrir le chemin vers de meilleurs lendemains. Au CNT, on s'est tous rassemblés pour que le peuple enfin redevienne souverain. Voilà, un petit extrait de Francis Lalanne de l'interview qu'il a faite. Alors je ne sais plus par quel journaliste qu'il interroge, mais en tout cas, on a à la fois abordé la confiance et on pourra en reparler un petit peu dans la manière dont il nous annonce Conseil national de transition et dont il parle de nous, mais quelque part, il cautionne et va bien plus loin. Donc, je vois que Sonia a envie de rebondir sur cet extrait. Oui, non, je disais, non seulement, c'est pas seulement qu'il cautionne, c'est qu'il reconnaît, surtout, c'est le plus important pour moi, c'est qu'il reconnaît, et après, peu importe qu'il adhère pas, etc. En tout cas, il a l'audace, on va dire, de reconnaître que ce mouvement, qui est en fait un groupe de personnes, qui n'est ni un parti politique d'ailleurs, fait des choix qui peuvent paraître radicaux, mais qui sont essentiels à la vitalité de notre pays. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et également, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Philippe, et Bruno aussi, non, Bruno surtout plutôt, sur les actions justement du CNT et dont parle un petit peu Francis Lalanne, même s'il n'explique pas tout. Justement, ces actions-là qu'on ne voit pas au grand jour, mais qui sont présentes. Et il y a bien sûr des personnes qui vont manifester, ce qui peut être très important pour notamment, moi j'ai compris que les manifestations aujourd'hui, d'ailleurs qui sont beaucoup plus festives qu'au départ, c'est souvent un endroit où finalement les personnes se retrouvent, comme au lieu d'aller au café, tout est fermé, tout le monde va à la manif, discuter, etc. Nous, au CNT, c'est vrai qu'on fait des actions qui sont un peu plus, moins visibles, qui sont un peu plus fondues, mais qui sont présentes et qui portent leurs fruits un petit peu partout, puisque dans plusieurs régions en France aussi, ou les villes, alors peut-être pas autant que ce que tu disais, Bruno, mais on sent quand même qu'il y a de plus en plus de commerçants qui nous écoutent, les forces de l'ordre, oui, bien sûr, les forces publiques, beaucoup aussi commencent à nous écouter. On voit des personnes, moi j'ai eu l'expérience au marché à côté de chez moi où j'ai discuté avec des personnes et qui ont accepté finalement de retirer leur masque et ont compris, oui, ok, on commence à comprendre. Donc il y a un retour à des valeurs. Une chose qui fonctionne bien aussi, c'est le retour aux sources, c'est-à-dire à la terre, aux plantes, etc. Donc de plus en plus de questionnements se font. Et on peut parler d'un réveil qui est doux. On n'est pas les seuls sur le terrain, mais on est les seuls, par contre, à proposer quelque chose de légal, quelque chose de juridique. Et ça, je pense que c'est aussi notre point très fort et qu'il ne faut pas négliger pour tous les membres du CNT et les personnes qui s'intéressent au CNT. Notre différence, elle est aussi bien là par rapport à ce bloc constitutionnel, la Déclaration des droits de l'homme. C'est quelque chose qui est très important et essentiel. Et la déclaration, bien sûr, à l'ONU. Voilà sur quoi je voulais rebondir. Oui, moi j'avais une précision quand même à faire, puisque il y a justement un de nos juristes qui nous faisait remarquer qu'une révolution, puisque nous, ce que nous voulons faire, c'est quand même changer ce monde, ça s'appelle une révolution. Et donc, Gandhi disait qu'il y avait 3 phases. La première phase, donc c'est le Mahatma Gandhi dont je parle, 3 phases. Première phase, des personnages comme nous qui proposons quelque chose de nouveau, de révolutionnaire donc, c'est le ridicule. Donc cette phase de ridicule, bien sûr, c'est jusqu'à présent, nous avons toujours été discrédités.
Ensuite, une phase où le mouvement est dangereux, est considéré comme dangereux. Donc voilà pourquoi probablement Éric Fiorile est en prison aujourd'hui. Et puis une troisième phase, c'est évidemment, c'est évident, c'est évident. Et donc peut-être sommes une petite prémisse de cette dernière phase, et ce qui prouverait peut-être que nous ne sommes pas loin de la ligne d'arrivée. Voilà pour une petite note d'espoir. Ouais, je vais rajouter quelque chose à ce que tu dis, Delphine, c'est que dans tous les médias, on écoute des fois maintenant et de plus en plus des gens qui reviennent sur la forfaiture et j'irais même la trahison qui a été commise en 2008 quand le référendum de 2005 n'a pas été respecté. Alors, ils n'osent pas encore dire que c'est carrément illégal, mais à la limite, à la limite. Je peux citer des gens comme Michel Onfray, même Zemmour en a parlé, puis d'autres personnes qui en parlent de plus en plus, en disant que la volonté du peuple n'a pas été respectée en 2008. Il y a ce détail-là, et puis il y a aussi de plus en plus d'avocats, moi je vois, alors j'ai pas les noms en tête, mais qui qui déposent des plaintes et qui parlent de la Déclaration des droits de l'homme. Et ce qui n'était pas le cas au départ. Au départ, ils parlaient de la République, etc. Et aujourd'hui, de plus en plus, ils mettent en avant cette DDHC, que jusqu'à présent, on était un petit peu les seuls à mettre en avant. Et donc, oui, effectivement, on voit cette évolution dans les différents combats, les différentes conversations. Et d'ailleurs, ça serait un retour aux sources, parce qu'au moment de la Révolution en 1789, ce sont les Jacobins qui ont gagné, alors que si les Girondins avaient gagné, ben, le pouvoir aurait été donné beaucoup plus au peuple. C'est vrai, tout à fait, exactement. Alors, on a une question de Sylvie Balestran, mais comment vont se passer les choses si une majorité de Français rejette le système du CNT, les commissions et son programme? Moi, je ne pense pas que la majorité de Français peut rejeter, puisque le CNT ne s'impose pas. Vous me dites si je me trompe, hein, on a le droit de se contredire, hein, CNT. On a le droit de discuter. Moi, je ne pense pas que le CNT s'impose, ça n'est pas un parti politique, c'est une transition. Il ne faut pas oublier le mot transition, c'est-à-dire que c'est provisoire. Et c'est quelque chose que l'on propose aux Français. Et de plus en plus de personnes s'éveillent et nous rejoignent. Et donc, les personnes qui demain ne sont pas d'accord avec le CNT pourront continuer leur petite vie tranquille. Et puis les autres qui voudront travailler pour un nouveau paradigme, eh bien, elles seront là présentes. Donc, il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y a vraiment question de parler de rejeter, puisqu'on n'impose rien. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, donc. Par définition, je vais te prendre juste deux minutes, Philippe. Par définition, le CNT a un programme qui donne le pouvoir au peuple. Donc, le peuple va se réunir en commission à partir du moment où le CNT sera appelé à être au pouvoir, et c'est le peuple qui va décider de la suite. Après, ça sera, la transition va durer 1 an ou 2, mais après, c'est le peuple qui va décider d'une nouvelle constitution et c'est le peuple qui décidera s'il veut revenir à un autre système ou s'il veut revenir à une dictature comme aujourd'hui ou s'il préfère aller vers ce que nous on propose ou peut-être même mieux que ce que nous on propose. Oui, oui, et je voudrais revenir sur les propos de Francis Lalanne quand il dit eux vont plus loin, ils vont plus loin en parlant de nous. Effectivement, on va plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est aperçu donc que la Constitution française a été écroulée, donc il n'y a plus de gouvernement. Ça, c'est notre postulat, c'est ce que nous disons. Et dès qu'il n'y a plus de gouvernement, comment fait-on pour être légitime, pour en faire un autre? Eh bien, le seul gouvernement légitime, c'est le CNT, de par la législation internationale. C'est le CNT français qui a été déposé en 2015 à l'ONU. C'est ça qui est primordial également. Alors que les Français, ils vont être tout contents et tout heureux d'avoir un CNT qui va leur permettre de se projeter demain vers une vie meilleure avec des propositions qui vont leur être faites auxquelles ils n'ont même pas encore commencé à rêver, quoi. Donc, je ne vois pas en quoi ils ne seraient pas d'accord. Alors, effectivement, ce qui vient à l'esprit, c'est la résistance des lobbies, c'est la résistance des corps politiques. Effectivement, cette résistance, on en sent bien le goût. Et notre leader, lui, il en sent des conséquences durement actuellement. Hein. Mais ça n'aura qu'un temps. Et quand le temps changera, nous serons là. Et les Français vont être très heureux de découvrir ce qu'est un CNT déjà, et de découvrir à quel point ce que Éric Fiorile a imaginé derrière ce CNT leur est favorable en tant que peuple. Donc je ne vois pas en quoi il serait triste. Voilà.
Merci Philippe, merci Bruno. Est-ce que quelqu'un a peut-être quelque chose à rajouter ce soir ou une question peut-être à répondre dans le chat? Moi, je veux Sinon, bien repartager un texte sur la oui, confiance. avec Une plaisir. suite de Michela. Bon, voilà. Donc, ça part aussi sur le début de la vie, avec le rapport avec les parents et les enfants, et puis avec les enseignants, et comment la confiance peut être trahie. Et puis, en même temps, c'est parce que cette confiance inconditionnelle est là que le rapport entre parents et enfants, de même que celui entre les enseignants et leurs élèves, peut aussi permettre aux acteurs plus vulnérables d'évoluer et de grandir, de découvrir le monde et de se découvrir eux-mêmes. C'est pourquoi ce genre de relation permet bien de comprendre les mécanismes de la confiance. Elle engendre des relations fortes où la dépendance et la fragilité se mêlent toujours à la possibilité d'une transformation du moi et à la découverte d'un autre rapport au monde. Mais elle permet aussi d'établir un autre rapport au temps, notamment à l'avenir, en donnant la possibilité de croire que les espaces possibles est toujours les espaces des possibles est toujours ouvert, à la différence de la peur qui porte chacun à s'enfermer à l'intérieur d'un univers clos où rien n'est plus possible. La confiance permet de sortir de la paralysie et de contourner les obstacles, même si elle ne nous met pas à l'abri de la déception ou pire encore de la trahison, car le seul fait d'avoir confiance en quelqu'un implique que le bénéficiaire de notre confiance peut exercer un certain pouvoir sur nous. La confiance s'oppose directement aux impasses de la peur-panique que connaissent aujourd'hui beaucoup de personnes. Le problème est en effet que les sociétés occidentales semblent aujourd'hui clivées entre, d'une part, une valorisation de la toute-puissance, de la volonté, et d'autre part, une peur obsédante de tout ce qui échappe ou semble échapper au contrôle. D'un côté, on pense pouvoir tout maîtriser, au point de culpabiliser ce qui échoue, le manque de contrôle étant l'indice d'une regrettable défaillance qu'il faut tôt ou tard corriger. De l'autre côté, on craint l'irruption de l'inattendu. On a tellement peur du futur qu'on envisage toutes sortes de comportements compulsifs destinés à neutraliser ce qu'on perçoit comme dangereux. Mais les comportements compulsifs visant à combattre la peur ne font souvent qu'engendrer une angoisse encore plus grande. Le mécanisme n'a alors de cesse de s'auto-alimenter. Dans une escalade progressive de la peur, dans un tel contexte, la confiance peut intervenir pour casser ce cercle vicieux en réintroduisant dans le monde la possibilité de l'espoir, en poussant chacun à parier de nouveau sur soi-même, sur les autres et plus généralement sur l'avenir. Moi, je vois le lien avec le CNT. Bravo, bravo, merci beaucoup pour cette poésie. Je pense que ça peut même être le mot de la fin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est très très joli. Merci pour cette lecture. Vraiment. Absolument. Absolument, on va pas aller plus loin puisque on est encore dans le texte en train de plonger dedans et d'être hyper bercé par ces mots doux qui font tellement de bien. Alors on va rester comme ça et on va simplement envoyer le générique et entre-temps on va vous envoyer plein de souffles de la vie et de vous envoyer toute notre énergie, notre bienveillance, notre partage, notre cœur, un petit bout de notre cœur. Et puis oui, ce qu'on disait, bientôt, je pense que la ligne droite est là. Voilà.
Je vais essayer de retrouver mon générique. Merci à On va tous, essayer. merci à Philippe, merci Bruno, merci Marie, merci l'invité surprise et merci à Delphine. Bisous. Merci à vous tous. Merci. Alors, on va faire mieux, on va faire mieux, on va faire un très beau texte encore de Nolwenn, de Kerry Dwen, qui nous a fait un petit Parole de femme numéro 4 et on enverra le générique après. Attends, il faut que oups, et j'ai oublié de partager comme il faut. Aïe, 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 c'est toujours pareil, la technique. L'acte 4 de la paix par la femme sans armes ni hommes, les 12, 13 et 14 mars prochains, accueillera la nouvelle lune du 13 mars 2021 en Poisson. Il s'agit de la dernière nouvelle lune de l'année astrologique. Elle apportera les énergies célestes en vue de l'acte 5 qui s'organisera au moment de la prochaine pleine lune en Bélier et qui sera la première de l'année astrologique. L'acte 4 se présente comme l'occasion de faire des vœux de fin d'année lunaire, et notamment celui de libérer l'humanité des griffes de la bête. Il s'agit de demander de l'aide à l'univers, simplement, selon sa foi, afin de contrer le mal. Le plus compliqué est de rester simple, comme le rappelle Jean-Guillaume, qui constate que la conscience collective fonctionne. Car déjà, nous pouvons voir une prise de conscience collective du mensonge de la bête qui a déclaré la guerre mondiale contre l'humanité. Garder la foi, c'est la clé. Comme il est grand le mystère de la foi. Paix et amour à tous. La liberté est proche. Alléluia. Jean-Guillaume. Voilà, comme mot de fin, aujourd'hui c'est spécial et spécifique. Nous vous remercions tous, à bientôt.